L'Europe a besoin de projets, elle a besoin de solidarité, elle a besoin de croissance. Economic growth means strength and vitality. Wachstum erlaubt es, solide Finanzen zu schaffen. La croissance qui nous manque, je veux aller la chercher. Je veux aller la chercher non à l'extérieur de nous-mêmes, mais en nous-mêmes. Each of us must be an engine of growth. La croissance, c'est pas un mythe. La croissance, il ne faut pas l'attendre, il faut la faire. We need to invest in what will promote hiring and economic growth now. On attend, on annonce encore d'ailleurs, pour le mois prochain, dans 2 mois, dans 6 mois, un retour à la croissance. Qui met du temps, hein. Qui met du temps, voilà. Ça désespère un peu les gens. Mayor crecimiento económico. For growth and jobs. La crescita. La crescita. Wachstum. Croissance. The end of growth has already come. La croissance est bel et bien terminée. We will not see Nous ne connaîtrons plus nulle part, et surtout pas en Occident, le niveau de croissance en prospérité ou en production alimentaire que nous avons eu, par exemple, dans les années 1980-1990. Cette époque est révolue. La croissance ne reviendra pas, principalement pour une raison qui a été formulée de façon humoristique par un grand économiste américain, Kenneth Boulding, de la façon suivante: celui qui pense qu'une croissance exponentielle infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. Prenons un exemple un peu particulier. Que se passerait-il si un petit hamster ne cessait de croître? Un hamster double son poids toutes les semaines jusqu'à l'âge de 6 à 8 semaines. S'il ne s'arrêtait pas et continuait de doubler à intervalles réguliers, eh bien à l'âge de 1 an, il pèserait 9 milliards de tonnes et pourrait ingurgiter la production mondiale annuelle de maïs en une seule journée. La croissance est de plus en plus difficile, surtout dans les économies occidentales, en raison de la convergence de 3 facteurs. Le premier, c'est l'augmentation du prix du pétrole. Le deuxième, c'est les coûts croissants des impacts du processus industriel, principalement le changement climatique. Le troisième, c'est notre dépendance extrême à la dette qui sert à stimuler la croissance depuis plusieurs décennies. Je suis fermement convaincu que si l'on regarde le monde d'aujourd'hui et qu'on se demande « Peut-on imaginer un meilleur système financier? Peut-on imaginer un meilleur système énergétique ou un meilleur système alimentaire? Peut-on imaginer un meilleur système de transport ?» Partout autour de nous, il y a des exemples vivants et pratiques qui montrent qu'on peut faire beaucoup mieux. Notre défi, c'est de les rassembler, de les mettre sous le nez des politiques en leur disant « Qu'est-ce que vous attendez? Toutes les solutions sont là. » J'ai étudié les sciences politiques. J'ai étudié le français. J'ai étudié les sciences politiques et la géographie. J'ai étudié l'économie. J'ai travaillé dans le droit financier. Je conseillais de grands fonds de placement privés. En Amérique du Nord, on les appelle les career shifters, les mutants professionnels. Tous ont fait de longues études et exercé un métier plutôt bien payé avant de se reconvertir de manière radicale. C'est le cas de Ran, qui travaillait à la bourse de New York, et de Phil, qui était architecte. En 2011, ils ont créé Fresh City Farms, une coopérative d'agriculture urbaine qui produit des légumes bio dans la banlieue de Toronto. Avec ses 25 membres, Fresh City Farms incarne un vaste mouvement planétaire qui a compris qu'il était urgent de changer de paradigme économique ici et maintenant. L'agriculture urbaine est l'un des mouvements les plus importants de notre temps. Comme nous le savons, nous n'avons qu'une seule planète. Nous n'en avons pas trouvé d'autre. Le but, c'est de vivre de telle manière que les futures générations puissent aussi vivre pleinement.
Les menaces sont réelles, mais nous avons les solutions. Nous n'avons pas besoin d'une technologie magique, ni d'inventer quelque chose de nouveau. C'est seulement un problème humain, ce n'est pas un problème technologique. Moins d'émissions de gaz à effet de serre, moins de gaz carbonique, moins de pesticides, plus d'argent pour l'économie locale. L'agriculture bien faite est vraiment emblématique de ce que devrait être une économie bien faite. La croissance que nous avons connue au XXe siècle est terminée. Ce niveau de croissance fut unique et sans précédent dans l'histoire du monde. Bien sûr, il y eut quelques périodes d'expansion économique, mais rien de semblable à ce que nous avons vu au cours du siècle dernier. C'était dû au fait que nous avions beaucoup d'énergie bon marché. Or, l'ère des énergies bon marché est révolue. Les gens ont compris tout cela, ils en saisissent les implications et ils agissent dans leur propre vie avec des initiatives très sensées. Nous ne pouvons plus continuer à dépendre de fraises qui viennent de Californie au milieu de l'hiver à cause du pétrole. La production industrielle d'aliments consomme beaucoup d'énergie. Ces ressources risquent de disparaître. Il est important de diversifier les cultures. Notre système alimentaire actuel dépend majoritairement des énergies fossiles, que ce soit le pétrole pour les tracteurs, ou la fabrication de pesticides et d'herbicides, ou le gaz pour les engrais azotés. Pour chaque calorie alimentaire produite par le système agricole conventionnel, il faut utiliser 7 calories d'énergie fossile. Dans l'agglomération de Toronto, qui compte 6 millions d'habitants, 60% des fruits et légumes consommés sont importés des États-Unis ou du Mexique. En moyenne, chaque aliment parcourt 4000 km avant d'arriver dans l'assiette du consommateur. L'autonomie alimentaire de la ville est estimée à seulement 3 jours. Une étude publiée par l'Université de Toronto montre que l'agriculture urbaine pourrait couvrir jusqu'à 30% des besoins de la ville en fruits, légumes et volailles. Le Conseil de Toronto pour la politique alimentaire demande un soutien supplémentaire de la ville pour l'agriculture urbaine qui permet de remplir plusieurs objectifs municipaux clés, comme le renforcement des liens de voisinage, le développement économique, la durabilité environnementale et un système alimentaire centré sur la santé. En 1991, la municipalité a créé le Toronto Food Policy Council pour développer un plan de stratégie alimentaire où l'agriculture urbaine joue un rôle clé. Aujourd'hui, la ville compte 4500 jardins potagers privés et 120 jardins communautaires installés dans des parcs municipaux. Une politique volontariste qui fait de Toronto l'une des capitales nord-américaines du mouvement pour une alimentation durable. Si tous nos aliments proviennent des 4 coins du monde et qu'une toute petite quantité est produite localement, alors nous sommes dépendants de toute une chaîne d'acteurs extérieurs, ce qui est extrêmement risqué. C'est pourquoi il existe aujourd'hui un mouvement global et massif d'agriculteurs urbains qui ont compris tout cela, qui l'ont internalisé et qui ont lancé un peu partout des expériences pour rénover ce système qui, tôt ou tard, va s'effondrer. Il y a eu beaucoup de débats pendant la dernière décennie sur la question du pic pétrolier, à savoir si le niveau de production mondiale du pétrole allait atteindre son maximum et commencer à décliner. Tout le monde sait que cela arrivera car le pétrole est une ressource limitée. Certains pensent que nous avons déjà passé ce pic, d'autres qu'il aura lieu au cours des prochaines années. Ce qui compte, c'est le moment où le niveau de production de pétrole divergera avec celui de la demande. C'est là qu'il y aura un choc. Cela devrait constituer un puissant appel à la mobilisation pour revoir complètement nos modes de vie et la manière dont nous conduisons notre économie, et pour sortir de la dépendance aux énergies fossiles qui a été encouragée. Toute la production de Fresh City Farms est vendue en circuit court, soit sur les marchés ou sous forme de paniers, livrés à des associations de consommateurs, à des points relais ou à domicile à vélo.
Chaque semaine, la coopérative prépare plus de 500 paniers. Le prix de ces produits est inférieur de 20% à celui pratiqué dans les supermarchés. Nous n'avons aucune perte. Nous connaissons le nombre de paniers le lundi et savons exactement combien nous devons récolter. Nous pouvons optimiser nos livraisons et c'est important pour les coûts, mais aussi pour l'énergie. Nos circuits de distribution sont très efficaces du point de vue du pétrole. Nous travaillons avec une équipe d'agriculteurs et de professionnels qui nous aident à mesurer notre impact environnemental en termes d'émissions de dioxyde de carbone ou de biodiversité, mais aussi notre impact éducatif dans la communauté. Tout cela est ancré dans ce que nous faisons. L'agriculture urbaine représente un type de production post-croissance. L'idée, c'est qu'on doit moins dépendre du marché traditionnel pour se nourrir. Derrière, il y a la question récurrente des failles de notre modèle économique qui n'intègrent pas ce que nous appelons les externalités, c'est-à-dire ces coûts que personne ne paie aujourd'hui. Les agriculteurs urbains internalisent ces coûts. Par exemple, ils réduisent la pollution, ils produisent des aliments sains et d'une haute qualité. Ils se battent pour définir un nouveau concept de performance dans un modèle économique qui ne reconnaît pas les valeurs qu'ils mettent en œuvre. Est-ce que vos anciens collègues de la Bourse de New York savent que vous emballez et cultivez des aliments à Toronto? Oui, et ils pensent que c'est fou. J'ai travaillé avec les plus grands fonds de pension de New York, qui brassaient des milliards de dollars. C'est un grand changement. J'espère que nous sommes dans une période de transition. C'est de plus en plus courant dans ma génération. La crise financière a choqué beaucoup de gens en les sortant de leur léthargie. Ils ont réalisé que l'argent ne se mange pas. Il ne te rend pas plus heureux quand tu rentres à la maison. Ran et sa femme Mélanie se sont rencontrés pendant leurs études de droit. Aujourd'hui, elle travaille comme juriste dans une organisation humanitaire et elle soutient totalement son mari, même s'il gagne beaucoup moins d'argent qu'avant. Le couple a revu à la baisse son niveau de consommation et dénonce l'obsession du toujours plus qui menace l'avenir de la planète et de leur petite fille. Nous sommes en face d'énormes problèmes. Le futur n'est pas clair. Du point de vue environnemental et social, nous ne savons pas si la Terre pourra continuer à supporter notre manière de vivre et si nous serons capables de changer nos modes de vie à temps. Je pense que les gens pourraient être plus heureux s'ils consommaient beaucoup moins et beaucoup mieux. Je ne dis pas que les consommateurs et que la décision de mieux consommer peuvent à eux seuls changer le monde. Je vois plutôt comme un moyen de changer la politique. Bien sûr, manger bio et local est important d'un point de vue personnel, mais pour créer un changement systémique, il faut que les politiques soient là. Cela ferait une énorme différence si ces milliers d'initiatives qui fleurissent au niveau des communautés locales étaient encouragées par des actions au niveau national et international. Alors, grâce à un cadre différent, nous pourrions multiplier et diversifier toutes ces petites initiatives et commencer à voir le changement à la vitesse et à l'échelle nécessaires.